Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ACO, un podcast à cœur ouvert. Aujourd'hui, on est le 1er avril et ce n'est pas une blague, on tourne bien un épisode aujourd'hui. Épisode numéro 6 d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un invité. C'est un gars incroyable, il est marrant, il a un grand cœur, c'est un sportif, c'est un beau gosse, mais marié. Et avec tellement d'autres choses encore qu'on va encore apprendre aujourd'hui, j'ai avec moi Clydy, bienvenue à toi. Bienvenue sur ce podcast. Je suis vraiment trop content de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Ça va bien, merci. Et toi, Jean, comment tu vas? Ça va super, merci. Ça fait longtemps en fait qu'on se connaît, du coup, Clydy. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter parce que je me suis un peu reconnu dans ton histoire aussi un petit peu. Et ton histoire, de manière générale, m'a grave intéressé et m'a grave touché aussi. Et je pense que elle peut aussi toucher, elle peut aussi encourager plein d'autres personnes. Et même si c'est pas le cas, je pense que moi, ça m'intéressera et j'ai grave envie de le partager. Donc, c'est ce que je vais faire dans ce podcast aujourd'hui. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que je connais pas forcément toute ta vie encore. Peut-être que tu vas me raconter plus de choses aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment l'occasion d'en apprendre encore plus sur toi. Et pour donner un peu un aperçu pour ceux qui nous écoutent sur le sujet d'aujourd'hui et de quoi on va parler en fait, et pour vous aider un peu à mieux comprendre cet épisode, j'ai fait un petit résumé de Clydy. Donc Clydy, c'est un gars qui est né et qui vivait en Albanie. Il est en France maintenant depuis 8 ans avec sa famille et aujourd'hui il est marié avec sa femme Sarah. Mais avant d'en arriver à là, il a traversé plein d'épreuves dans sa vie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement ensemble. Et c'est pourquoi j'aimerais dans un premier temps me pencher un peu sur ton histoire. Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ta vie en Albanie? Qu'est-ce que tu faisais là-bas avant d'arriver en France? Là-bas, je menais une vie de lycéen. Avant de partir, j'allais au lycée. Faut savoir que moi j'habite à Tirana, qui est quand même une très grande ville. C'est la capitale du pays et c'est la plus grande ville du pays. Où j'avais mes copains, j'avais ma famille là-bas. On est une famille vraiment soudée, une famille, on est tous proches les uns les autres. Donc je passe énormément de temps avec eux. Voilà, je me voyais faire l'Académie des Arts là-bas. Okay. Si je n'étais pas là aujourd'hui, j'aurais été en Albanie et j'aurais fait mes grandes études là-bas. Parce que c'était quelque chose qui t'a toujours intéressé depuis que tu étais petit ou Oui, il y a eu un moment donné dans ma vie, j'ai eu la possibilité de tourner dans un film. Non. J'avais le rôle principal. Trop bien. Si. Et d'ailleurs, on peut le trouver aussi sur YouTube. Et, je mettrai le lien en description. Et peut-être, ils me reconnaîtront pas forcément parce que c'est la tête moins 10 ans, mais ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai fait partie de ce film, j'ai pu zapper, entre guillemets, tous les castings qui ont eu lieu, puisqu'il y avait des recruteurs, enfin des personnes qui repèrent un petit peu le personnage qu'ils cherchaient dans ce film, et ça s'est très bien passé, j'ai été pris. Et du coup, j'ai doublé tous ceux qui avaient déjà passé le casting auparavant. Ouais. Donc, ça a été incroyable. Ça a été vraiment une très belle expérience. Et c'est ça aussi, du coup, pour revenir à ta question, qui m'a poussé à me lancer dans les académies des arts, dans l'académie des arts de l'Albanie et faire acteur. Okay. Et c'est quoi le plus beau souvenir que tu avais du tournage ou un truc le plus marrant que tu as Le plus marrant, c'est qu'à un moment donné, je devais courir. Et en fait, on tournait dans une plage. Ouais. Et en fait, j'ai glissé et je me suis cassé la gueule. Et en fait, ce moment-là... ils l'ont gardé? J'ai pas été fier de moi. Mais en fait, ils l'ont gardé, ils l'ont mis dans le film. donc tout le monde, à un moment donné, quand ça a tourné dans les cinémas d'Albanie, tout le monde a vu ma très belle flûte. Et c'était pas la partie où j'étais le plus fier dans le film, mais... ça fait rire. Ça faisait quand même partie du film. Donc... Mais en tout cas, d'une manière générale, déjà, je garde un très très bon souvenir. Incroyable, vraiment, c'est stylé en plus de pouvoir passer dans le cinéma et tout. Carré, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un grand privilège que j'ai eu et c'est un souvenir inoubliable. Et toujours dans les souvenirs, qu'est-ce qu'il te reste comme souvenir de là-bas Ce qui me reste, c'est les très bons moments que j'ai pu passer avec ma famille, comme je disais. Faut savoir qu'on est une très très grande famille et on habite tous à côté des uns des autres. Ouais. J'ai quelques cousins, cousines en grand nombre, mais on a plus ou moins le même âge, donc on s'entendait hyper bien, on passait nos après-midi ensemble et c'était un peu le rituel, c'était un peu la routine de tous les jours, mais on s'amusait tellement que c'est inoubliable pour moi
Et ces moments-là sont restés gravés dans ma tête. Sinon après, voilà, la maison, je l'ai vu se construire par mes parents et tout. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des souvenirs marqués dans le quotidien, dans la vie de là-bas. Mais du coup, vous vous réunissiez genre tous les jours, toute la famille, la grande famille ou Oui, ça nous est peut-être pas tous les jours, selon le train de vie de chaque famille et selon mais souvent quoi. Ouais. Mais très souvent, Ah ouais, très trop souvent, bien. on se Ok. retrouvait tous ensemble puisqu'on habitait Ok. tous ensemble. C'est comme Ouais. si maintenant on habite tous à Strasbourg, mais vraiment Strasbourg dans le même quartier, dans le même, Ouais. dans la même rue, quoi. Ouais, le délire quoi. Donc c'était vraiment les repas de famille, c'est des moments inoubliables où on jouait, où on jouait à pas d'heure d'ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment C'est des ouf. souvenirs, Ouais, souvenirs trop que j'aimerais les revivre un jour de nouveau. Ouais, bah, j'imagine, ouais, c'est trop bien. Et du coup, vu que tes parents ils ont construit une maison là-bas et tout, maintenant, est-ce que la maison est toujours là-bas ou ça c'est comment maintenant? Oui, la maison elle nous appartient toujours. Il y a une de mes cousines qui y est pour le moment. Ok. Elle nous permet l'entretien de la maison et voilà, puisque une maison sans personne, enfin Oui. sans qu'il y ait personne dedans, elle est morte. Mm. Donc c'est un peu dommage. Mais oui, elle est toujours là-bas. Et je pense que quand je vais y retourner un jour, bah, je vais retrouver pas mal de souvenirs. Bah, c'est clair. Que Ah bon. peut-être que maintenant, ils sont dans un coin de ma tête, que je les ai pas forcément, mais une fois, que si je me retrouve de nouveau au même endroit, il y a tout qui va revenir et c'est ça qui va être génial. Mais du coup, il y a des choses qui te manquent de là-bas maintenant que tu es ici? Oui, quand même. En tout ce qui est, du coup, relation avec les familles, c'est vrai que ici, je suis dans un pays qui m'est étranger. On peut dire comme c'est, hein, je viens dans un pays où je connais pas forcément ou quoi. Donc, enfin, je connaissais pas forcément. Et c'est vrai que ces moments en famille, ils sont vraiment très précieux et cela, il me manque énormément, même si aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré vraiment de très bons amis, y compris toi, y compris d'autres. Et ça fait quand même des moments différents que ceux que je vivais là-bas. Ouais, mais voilà, j'ai hâte en tout cas de les retrouver de nouveau, ces moments en famille, tous ensemble. Tu me disais que ta famille, en fait, elle est aussi pas forcément qu'en Albanie, il y en a aussi en Italie, c'était ça? Oui. Et tout. Et du coup, en fait, vous étiez pas les seuls alors à devoir quitter votre pays? Oui, c'est vrai que j'ai un peu de famille un peu partout, que ce soit en Angleterre ou en Grèce ou en Italie, mais ce sont des membres de ma grande famille, si on va dire ça comme ça, qui sont partis par la suite. Ils sont pas nés là-bas ni rien. Ah d'accord. Ils sont vraiment partis. Ils sont partis là. Il y a une vingtaine d'années peut-être. Okay. Et pour trouver pour trouver un autre train de vie, une vie meilleure. Okay. Quelque chose qui est plus stimulant que la vie en Albanie. Ok, ouais. Ah oui, ok, d'accord. Je pensais qu'ils étaient tous d'Albanie et que en fait vous étiez tous partis en même temps et que vous êtes un peu dispersés, genre un en France, un en Italie, en Grèce et... À quelques années près, okay. On est dispatchés un peu au fur et à mesure, quoi, mais... Ok, ouais. Parce que du coup, là, en fait, finalement, on en vient justement au point de pourquoi, en fait, tu as dû quitter ton pays. Enfin, tu vas l'expliquer après là, mais je voulais juste revenir sur le point, du coup, sur un point. T'étais avec, du coup, à ce moment-là, t'étais avec qui? Il y avait ton père, ta mère. Il y avait qui encore dans ta famille? Tes petits frères, ils étaient déjà nés en Albanie eux, aussi? Oui. Okay. Oui. Vous étiez tous là-bas? On était tous là-bas, puis voilà, en 2015, comme il y a 8 ans, comme tu as dit, on a décidé de partir de là-bas. Du coup, c'était quoi les raisons? C'est un ensemble, en fait. C'est le pays qui tourne pas rond, si je peux dire ça comme ça. Il y a la corruption, il y a très peu de perspectives en fait d'avenir et pour les jeunes et de grandir dans une ambiance saine. Ouais. Et du coup mes parents, une grande partie de mes parents, ils ont décidé de partir et pour nous promettre une meilleure avenir. Et puis le pays ne te permet pas non plus à 100% d'être en sécurité, chose qu'aujourd'hui pour un pays européen ça peut sembler assez choquant pour certains. Ouais, parce qu'on est toujours été dans un... Quand tu vas dans la rue, t'as pas peur de te faire agresser. Parce que là-bas, genre, du coup, quand tu dis sécurité, c'est sécurité dans quel sens? Quand tu sors dans la rue, t'as peur de te faire agresser, c'est ça? Peut-être pas peur dans la rue de te faire agresser ou quoi, mais
mais il suffit que quelqu'un te regarde mal, tout simplement, ou Ouais. quelqu'un, en fait, tu peux avoir des querelles à n'importe quel moment, Ok, vraiment ouais. pour des petites choses, Et, et c'est des choses qui restent et que ça peut te revenir quand tu t'y attends tellement pas, alors qu'en fait c'est parti de rien du tout. Ah oui, ok, Et, d'accord. Ouais. et c'est ça un peu ce que je regrette, mais pourtant c'est un beau pays, hein. Pourtant c'est un très très beau pays, l'Albanie. Pour les vacances, c'est un endroit magnifique où c'est vraiment pas cher et on peut profiter vraiment de la mer et tout ça. Ouais. Mais pour y vivre à long terme et pour s'y installer et pour À l'avenir et tout. c'est très très compliqué. Ok, c'est pour ça en fait tes parents ils ont senti que c'était chaud et du coup ils ont dit vas-y on bouge. Mais du coup en fait quand vous êtes parti il y a eu plusieurs étapes ou pas vous étiez cash arrivé en France, comment ça se passe comment ça se passe en fait quand on immigre de son pays d'origine, parce qu'en vrai genre j'ai jamais demandé, c'est une question que j'ai jamais demandé à mes parents, enfin si j'ai déjà posé cette question à mes parents dans le sens comment ils ont quitté le pays, mais après je sais pas, par exemple mes parents ils viennent du Cambodge, du coup je sais pas, ils sont partis du Cambodge, ils sont allés en Thaïlande et tout. Après, de Thaïlande, pareil, il y a quand même, je sais pas combien de kilomètres entre la Thaïlande et la France, tu vois. Mais du coup, toi, comment ça s'est passé? Au point de vue transport, ça a été fait en avion. Donc, si je peux dire juste au transport proprement parlé, on a juste pris l'avion et on est venu en France. Okay. Mais pour revenir à ce que tu as dit au niveau des étapes, ouais. C'est vrai que nous, on a dû faire d'autres étapes que par exemple tes parents, ce que tu as dit, ils l'ont pas fait. Dans un premier temps, la première étape, ça a été d'accepter de quitter le pays. Ouais. C'est vrai que mes parents, ils avaient une situation très très confortable en Albanie, chose qu'on se dit, bah, si je suis confortable quelque part, j'ai pas intérêt à partir, quoi. Ouais, logique. Ça n'a aucun intérêt. Donc la première étape, c'était vraiment de se décider de partir. Et la deuxième, bah, après on a pris l'avion, enfin on a pris les billets, on a pris l'avion et on a atterri en France. Et ça a été fait quand même assez rapidement. Je pense que l'étape la plus difficile, ça a été quand même d'accepter le fait qu'on va quitter cette mode de vie et on va quitter ce pays pour aller dans un endroit où on ne connaît pas, pour aller un peu se jeter en fait, mettre les pieds dans l'inconnu. C'est comme si on se jette dans la mer, on ne sait pas nager. Je dirais c'est ça un peu les étapes que nous, en tout cas, on a vécu. Mais le choix du pays, la France, c'est venu d'où? Genre vous connaissiez quelqu'un en France ou non. Vous avez pris un pays au hasard comme ça? Ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être... Ça aurait pu. Ça c'est d'ailleurs une des questions qu'on nous le pose très souvent. Avec la question pourquoi vous êtes venu en France et pourquoi en France, ce sont les deux questions où, en tout cas, moi, en tant qu'immigré, j'ai senti le plus et qu'on m'a posé le plus. On a atterri à Basel et là-bas, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à nous et... L'Allemagne trop compliqué, apprendre l'allemand c'est trop dur, on va en France. Non, c'est pour l'anecdote, mais en tout cas, je pense je sais pas, c'est un feeling qui a été fait comme ça au dernier moment et on a choisi de se diriger vers la France. C'était peut-être un choix de langue, j'en sais rien. On avait eu quelques petits cours de français en Albanie à l'école, donc est-ce que c'est peut-être ça ou... T'as appris le français en Albanie? J'avais quelques petits cours pendant 2 ans à l'école, mais c'était rien d'extraordinaire. Enfin, je savais conjuguer le verbe être au présent. Mais c'est ouf quand même que je savais pas qu'en Albanie on apprenait le français. Après, ça dépend des écoles, mais c'est vrai que moi, l'école où j'étais, j'ai eu la chance de suivre quelques cours de français qui m'ont quand même permis de savoir des choses vraiment simples. Mais sinon le reste, en arrivant ici, on a parlé en anglais. Heureusement, l'anglais on le maîtrise plutôt bien dans la famille, donc ça c'est nous cool, a permis de s'en sortir dans un premier temps. Avant de passer justement à la suite où tu es arrivé en France et tout, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué, genre je sais pas, quelque chose de hyper drôle pendant le voyage de l'Albanie jusqu'en France, ou un truc genre triste, ou un truc qui a été dur, genre qui t'a marqué en fait vraiment pendant cette étape-là? Je dirais que quand j'ai pris l'avion, ça a été traumatisant. C'était ma première fois et puis c'est quelque chose qu'il n'y a personne qui est au courant. Là, c'est la première fois que je le dis. Quand on a décollé, j'étais pas serein. Je te mens pas que je n'étais pas du tout bien. Ça tremblait dans tous les sens, j'étais en l'air. C'était quoi comme avion? C'était un vrai avion? C'était un avion albanais là? Non, c'était pas un avion albanais. Mais il a réussi à décoller, il a réussi à atterrir, très bonne nouvelle.
Et non, mais cette partie-là, ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment fait peur pour le coup parce que c'est ma première fois que je prenais l'avion, quoi. Mais après, j'étais entouré de famille et tout. Au début, je me suis senti que je partais en vacances. Je me suis pas encore projeté dans cette idée-là que j'y vais quelque part pour y rester longtemps. Ouais. Donc, Parce que c'est vrai qu'en fait, je viens d'y repenser là, mais vous aviez genre quoi, juste quelques valises, quoi. Genre, c'était pas en mode vous ramenez toute votre maison, quoi. Ah oui, non, on avait vraiment quelques vêtements de rechange. Pour l'anecdote, on s'est fait avoir par la météo. Chez nous, on est venu en plein été. Et chez nous, il fait chaud toute la journée. Ouais. Ici, le soir, il faisait froid. Ouais. Vous avez que juste des shorts, quoi. On avait que des t-shirts. On avait vraiment que des t-shirts sur nous. Donc, au début, ça a été très très compliqué le temps qu'on puisse trouver quelques habits et faire différemment. Mais c'est vrai que là, le coût de l'avion et la météo, c'est deux choses qui t'a marqué, qui m'ont marqué et pas pour du bien du coup. Ouais. Là maintenant, t'es arrivé en France, donc à Bâle, c'est ça, du coup. Et du coup, là, c'est pas encore la fin des galères parce que du coup, tu as fait encore face à de nouveaux défis. Ouais, c'est que les débuts. Et donc, comment ça s'est passé, du coup, l'adaptation au pays quand tu es arrivé? C'est quoi le meilleur et le pire souvenir que tu as eu quand tu es arrivé en France? Le pire, il y en avait beaucoup. Je pense que le pire, ça a été au niveau de l'adaptation. Okay. Par exemple, ici, on savait pas que au niveau de l'école, par exemple, fallait changer de classe chaque heure de cours. En Albanie, tu y es quelque part, tu y restes, et toute l'année. Et tu as tout le temps les mêmes horaires, tu as tout le temps la même classe. C'est les profs qui changent de classe. C'est les profs qui bougent. Alors qu'ici, je sors d'un cours, moitié de la classe va à gauche, moitié de la classe va à droite. Je savais pas. Pour revenir du coup, pour mettre dans le contexte, j'avais choisi allemand ici puisque j'avais pas le choix en deuxième langue. Et en fait, j'ai choisi la mauvaise moitié en sortant du cours d'avant. Du coup, je me retrouve en portugais. Sauf que j'avais jamais fait de allemand auparavant, donc je savais pas à quoi ça ressemblait. Ouais, du coup, en fait, j'ai suivi le cours de portugais pendant 2 semaines. Et du coup, le prof m'a dit mais c'est bizarre puisque on te retrouve pas dans la liste, t'es pas avec nous normalement. J'ai dit si, moi je suis là. Moi je suis là. Et du coup, j'ai suivi portugais pendant 2 semaines en croyant que c'était de l'allemand. Tu vois, du coup, comment on dit bonjour, je m'appelle Claudia en allemand. Tu le dis en portugais maintenant. Hallo, ich bin Claudie, natürlich. Ah bah là, c'est l'allemand, ça. Voilà, c'est bien. En portugais, en portugais, tu sais plus. Tu me demandes beaucoup de choses, genre. Je suis désolé. Je me rappelle ok, donc ça c'était, du coup ça c'était ton pire souvenir en mode t'étais paniqué quoi. Ouais, j'étais perdu quoi. J'étais vraiment perdu pour le coup. Ok. Et ton meilleur souvenir le premier meilleur souvenir quand t'es arrivé en France. Premier meilleur souvenir. Après, je dirais qu'il y en avait beaucoup aussi. Je pense que le fait qu'on a été rapidement accueillis, pris en charge par des associations et tout, ça nous a fait un bien de fou. Ouais. Parce que faut savoir qu'on a quand même vécu 3 jours dehors en arrivant en France. Oh, wow. Nos 3 premières nuits. Okay. On avait pas mal d'économies, mais on s'est dit on met les pieds dans un endroit inconnu et il faut quand même garder un peu d'argent au cas où. Et du coup, on a été emmené à dormir dehors. On a dormi à Strasbourg. Non, on a dormi à Strasbourg. On a dormi une nuit à Saint-Louis. Ce sont vraiment les 3. Genre dehors, là. Ah oui, on a été vraiment dehors. On a été vraiment dehors dans le. Pour dire. Sur un banc. Sur un banc. La 3e nuit, avant de s'inscrire à la préfecture, du coup, pour les démarches. Ouais. On a dormi devant la préfecture, du coup au parc de la République là-bas. Et ça c'était pas ton pire souvenir? Non, parce que ça a été compliqué pour moi parce que j'avais une vie confortable, mais je veux dire comment ça s'est passé par la suite, le fait qu'on a été pris en charge, le fait qu'on nous a donné un hébergement et tout ça gratuitement. Pour moi, venant d'un pays où tout est payant, même aller chez le médecin c'est payant, ça a été vraiment un moment inoubliable et je me dis waouh, on n'avait pas non plus parce qu'on a été logé dans des hôtels, on n'avait pas non plus un hôtel à 5 étoiles, mais ce que j'ai envie de dire c'est que tout ça a été fait gratuit et en fait ça m'a fait oublier justement les 3 nuits dehors où on s'est pas douché pendant 3 nuits, où on traînait dehors pour pouvoir voir quelles sont les démarches à faire et tout ça parce qu'on venait dans un pays inconnu où on parle pas forcément la langue.
et c'est vrai qu'ici l'anglais est un peu moins bien parlé par les Français, donc ça a été quand même assez compliqué. Et donc de là, on passe à l'endroit où on peut se loger, quoi. Et ça a été vraiment marquant. Ouais, c'est vraiment un très très bon souvenir. Ouais, c'est trop ouf. Mais c'est ouf, ouais, genre t'as relativisé et en fait, malgré tout ce que t'as pu. Bah, malgré ces 3 nuits, quoi. Ça, c'est ouf. Et. Faut savoir tirer le bien dans du mal quand même, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, ouais. Je veux dire, non, mais je vois grave ce que tu dis, mais c'est juste que je sais que plein d'autres personnes n'auraient pas été comme toi, tu vois. En fait, surtout les Français, tu vois, par exemple, où on a l'habitude, tu vois, genre d'avoir tout comme dit, genre pas comme en Albanie où genre en fait quand tu veux quelque chose tu l'as, enfin tu l'as pas forcément tout le temps, mais la majorité du temps quand tu veux quelque chose tu peux avoir accès rapidement, tu vois. Et c'est ça qui fait peut-être que nous on se repose sur nos acquis, sur ce qu'on a, sur comment on vit et tout. Mais je pense que ça m'a mis aussi une claque entre guillemets. Du fait qu'en Albanie, on avait tout ce qu'il faut. On avait la maison, mes parents arrivaient très très bien à subvenir nos besoins. On avait vraiment un train de vie incroyable. Ouais. Et ça m'a mis une claque pour te dire que du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir tout ça. Tu dois te débrouiller différemment. C'est comme si, voilà, c'est comme j'ai utilisé avant l'image, on te jette dans la mer, tu sais pas nager, faut quand même survivre. Et en tout ça, on a été quand même tiré vers le haut, et puisqu'on a quand même eu quelque chose par la suite, donc ça a été... On a essayé, en tout cas, que ce soit moi ou ma famille, on a essayé de tirer le bon dans toute cette histoire, et ce début d'histoire en France, en tout cas, très très compliqué. Ok, ouais, ça va. Mais c'est vraiment ouf, en tout cas. Déjà, comme début d'histoire et tout. Mais après, du coup, quand t'es arrivé à l'école et tout, tu as été confronté du coup à des cultures différentes, pas forcément que françaises, parce que même en France, tu as d'autres personnes ici qui viennent d'autres pays, comme moi par exemple, je suis d'origine cambodgienne et tout, et même tu as d'autres qui viennent d'autres pays et tout, d'autres continents et tout. Et donc, est-ce qu'il y a des différences culturelles que tu as pu vivre, genre, je sais pas, qui t'a choqué, je sais pas, au niveau du comportement, au niveau de la manière de faire les choses, de parler et tout? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué par rapport à comment c'était en Albanie et tout? Oui, énormément. La différence de mentalité, déjà, elle est toute différente. Venant d'Albanie, ici, je voyais la France. Oui, baguette. Non, vraiment, vraiment le cliché. Le cliché. Et j'arrive ici, en fait, c'est un univers de différentes cultures et de différents types de personnes. Que ce soit, enfin, c'est ces personnes qui viennent dans tous les coins du monde, comme tu as dit, tu viens de Cambodge et tes parents et d'autres que j'ai pu rencontrer et faire leur connaissance. Et ça a été vraiment très, très enrichissant. Après, comme tu dis, une fois que j'étais allé à l'école et tout ça, ça m'a permis de connaître ces personnes-là un peu plus proches et de voir que, en fait, selon le pays d'où on vient, on peut rencontrer plus ou moins des galères. Ouais. Que ce soit, par exemple, des personnes qui viennent des... comment je peux dire ça ? Des personnes qui viennent des pays qui font pas partie de l'Union européenne, par exemple, ou qui font... En fait, on a un train de vie et un parcours similaire, contrairement à des personnes qui viennent juste en Erasmus, par exemple, ou qui viennent des pays qui sont à côté, de l'Allemagne, par exemple, où ils ont beaucoup plus de facilité du côté administratif. Oui, parce qu'ils ont un pied-à-terre genre dans leur pays à eux. Si jamais ça se passe bien, ils retournent dans leur pays juste à côté, alors que toi, c'est un peu plus compliqué. C'était pas spécialement du coup. Du coup, tu l'as vécu comment un peu, genre, est-ce que ça a été chaud pour toi dans le sens où je sais pas, t'as ressenti un peu du rejet des autres, ou t'as réussi à t'intégrer facilement avec ces différences de culture ou pas? Faut savoir que moi je suis quelqu'un de très sociable. J'arrive ça. à faire des amis facilement et c'est vrai que j'ai réussi facilement à m'intégrer. Après, c'est vrai que je n'ai pas senti spécialement le fait de me mettre de côté ou quoi. Je sais pas, peut-être ça vient du fait que justement j'arrive à me faire facilement des amis et à m'intégrer facilement quelque part. Mais en tout cas, au contraire, je me suis senti bien entouré.
on essayait de m'aider comme on pouvait, ou que ce soit même à l'école, pour rebondir à ta question d'avant. Une fois qu'ils ont compris que je débutais dans l'apprentissage du français, ils essayaient de tout mettre, même les gens de la classe, pendant les heures de pause et tout ça. Ils me disaient, ah oui, mais ça, si t'as pas compris, il n'y a pas de souci, on te l'explique. Il n'y a aucun problème, on te donne un coup de main pour que tu comprennes mieux. Et franchement, ça a été vraiment top. Après, c'est ma vie personnelle à côté qui faisait que les déplacements, les côtés administratifs, qu'on enchaînait tous les rejets de la préfecture, justement, par rapport à une situation qui compliquait un peu la chose. Mais en tout cas, en tout ce qui est société pour s'intégrer, ça a été vraiment top. Enfin, on a été bien entourés, en tout cas, et on a des très très bonnes amies. Qui sont encore là aujourd'hui, qu'on a rencontrés depuis le début, et sont des personnes sur qui on peut compter, et c'est vraiment génial. Ah, mais c'est trop ouf, en fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui voudraient t'aider et tout en cours et tout. Enfin, je trouve que c'est rare. En tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti ça comme ça parce que j'ai déjà eu aussi des élèves qui étaient étrangers dans ma classe quand j'étais, je crois, en primaire ou au collège, mais je ressentais pas forcément autant d'enthousiasme pour aider l'élève qui arrivait. Après, c'est vrai que j'ai été aussi sujet de moquerie de temps en temps, mais c'était vraiment, déjà c'était quelque chose qui me passait au-dessus de la tête, parce que je n'étais pas là pour m'attarder sur ce genre de personnes. J'étais là pour comprendre, et puis même si on me clashait, mon français était tellement mauvais que je comprenais même pas le clash, déjà, pour commencer. Donc, et puis le temps que moi je comprenais ce que ça voulait dire, c'est bon. Du coup, par rapport à ça, j'ai préféré en tout cas retenir les personnes qui essayaient de me tirer vers le haut. Et ça, ce qui est choquant, c'est qu'il y a un décalage entre la société et les gens qui t'entourent ici, quand tu viens en tant qu'émigré, et qu'il y a un décalage entre l'État français qui te dit, il y a des démarches à faire, il y a des choses, il y a l'administratif qui est très compliqué, que d'ailleurs, l'administratif, ça a été vraiment aussi quelque chose de très compliqué. Chez nous en Albanie, on a très peu de papiers que tu utilises ou pour faire des demandes ou pour faire des dossiers. L'administratif en Albanie, il est beaucoup plus petite échelle qu'ici. Et je pense qu'il y a eu voilà, ce décalage qui a été aussi très marquant pour nous, venant d'une autre culture, entre les personnes qu'on retrouve ici, qui sont tous très, très bien, très accueillants et qui essayent de bien t'entourer, et l'administratif derrière tout ce qui est État et tout ça. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je vois en fait, il y a vraiment un gros décalage en fait entre c'est abusé. En fait, je me rends compte que, en fait, je me rendais pas compte. En fait, c'est juste que je me rendais pas compte en fait de ce décalage-là en fait parce que je vais revenir sur un autre point plus tard, mais là, je vais juste revenir sur un point là. Parce qu'en fait, tu disais qu'il y avait un décalage entre comment les gens t'acceptaient et comment la France même t'acceptait ou te rejetait avec les papiers, etc. Parce que moi, en fait, il y avait une question que j'avais notée justement, c'est comment est-ce que tu as vécu en fait, le fait d'avoir deux cultures. Une, du coup, quand tu rentrais chez toi à la maison, c'était une culture albanaise et quand tu allais à l'école, c'était la culture française. Et en fait, moi, même si je suis né en France, en fait, du coup, à la maison, c'était une culture cambodgienne. Et en fait, moi, ça m'a grave frustré, alors que j'étais français, tu vois. Du fait que quand tu arrives à la maison, tes parents te disent ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand tu arrives à l'école, les gens ils te disent non, ça c'est comme ça et tout. Et qu'en fait, tu ressentes et que je ressentais du rejet, que je ressentais des moqueries, que je ressentais des choses comme ça. Et du coup, en fait, moi, contrairement à toi, vu que je suis né ici et tout, et que je connaissais la langue et tout, en fait, j'avais beaucoup plus de mal à t'adapter. Mais par rapport aux moqueries et tout, en fait, vu que moi, je les comprenais, et que du coup, moi, ça me blessait, ça me faisait du mal, tu vois. Et du coup, il y avait un décalage aussi entre, en fait, ma maison et l'école, en fait. Et ça, moi, c'était ça, tu vois. Et je comprends, et ça m'a frustré, ça m'a fait du mal, et j'ai vécu aussi un peu de racisme, de rejet, des moqueries et tout ça quand j'étais plus jeune, et je comprenais pas pourquoi, alors que je suis né ici, tu vois. Et ça, je comprenais pas pourquoi. Et est-ce que toi, du coup, quand t'es arrivé, est-ce que t'as ressenti la même chose quand, du coup, quand t'allais chez toi, et quand t'allais, est-ce que c'était pareil, ou vu que toi, en fait, toi, je trouve que par rapport à ce que tu disais avant, je trouve que ça allait, non? Par rapport à, vu que quand t'allais à l'école, les gens, ils arrivaient quand même bien à...
il n'y avait pas trop de différence entre comment c'était chez toi à la maison par rapport à la culture ou est-ce qu'il y avait quand même une grosse différence quand tu rentrais chez toi? Oui, il y en avait quand même des petites, mais, euh, mais ce sont des choses insignifiantes. Par exemple, je sais pas, nous on a toujours une pause à midi. Ouais. En Albanie, on peut manger le repas de midi à 16h. Du coup, bah, tu vois, tu avais la pause à midi, il fallait que tu repartes pour aller à l'école ici en France parce que tu n'avais pas une pause énorme. Ouais. Il fallait juste pour manger. Et moi, je rentre, mes parents, ils disent oh là, on n'a rien de prêt encore, on n'a pas faim, donc on n'a pas pensé. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment des choses insignifiantes. Après, je pense que. De côté moquerie, en tout cas, et tout ça, peut-être, je n'ai pas spécialement senti. Après, Après, au niveau, genre, tout ce qui est manière de faire les choses, tu vois, genre, est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, t'as des valeurs en France ou des manières de faire, par exemple, je sais pas, entre un élève et un prof, tu vois, et du coup, par exemple, est-ce que tes parents, ils t'ont appris la même chose, du coup, avec leur culture albanaise? Et est-ce que c'était différent, par exemple, je sais pas, à l'école et tout, ou est-ce que, genre, ça, c'était normal pour toi, ou bien, genre, l'adaptation, c'était tranquille? bah, pas pour tout, pas pour tout. Pour parler de ce décalage, par exemple, on devait faire les réunions parents-prof. Ouais. Et ici, moi, je savais pas qu'on devait prendre rendez-vous avec le prof pour faire la réunion parents-prof. Ouais. Du coup, bah, on passe une feuille. On passe la feuille des profs au fur et à mesure, et du coup, tu devais noter ton nom dans ta feuille pour savoir quel prof, et sur ton nom sur la feuille du prof pour qu'on lui donne à la fin pour qu'il sache qu'il a rendez-vous avec toi. Du coup, moi, je voyais tout le monde faire, du coup, moi, je l'ai fait aussi. Ouais. Sauf que, du coup, quand il y a le jour des réunions parents-prof, justement, je dis à mes parents, bah, en fait, faut venir à l'école. Du coup, ils comprenaient pas. Parce qu'il y a les réunions parents-prof. Ouais. Ma maman elle a dit mais t'as ramené ton bulletin, t'as des très bonnes notes, t'en as pas besoin de venir. Ah oui, ouais, ils comprenaient pas pourquoi ils devaient avoir leur prof quand même bah, si t'as des bonnes notes, quoi. Bah du coup ils sont pas venus. Ouais. Et je te mens pas que lundi quand je suis allé à l'école, les profs qui avaient un trou parce qu'ils devaient me voir et finalement j'étais pas venu, il y avait les nerfs, ils étaient pas contents. Ouais. À la limite le prof de maths et tout ce qui est sciences, j'avais des très bonnes notes, donc ça posait aucun souci. Mais le prof de français, il était pas content, il a tiré la gueule. Donc, donc c'est vrai que par exemple, ce petit décalage entre cultures, par exemple, je pense que n'importe quel français, il dit aux parents qu'il y a réunion parents-prof, il prend rendez-vous. Ouais. Le parent, il fera en sorte d'être là. Ouais, bah oui. Alors que mes parents, ils l'ont pas fait là pour le coup, mais c'est marrant. parce que ça revient à cette idée qu'en Albanie, si t'es un bon élève et que t'as des bonnes notes, les parents, ils n'ont pas besoin de voir les parents des élèves puisque tout va bien. Ouais. On les voit si ça ne va pas. En fait. Ok. C'est trop marrant. Mais du coup, est-ce que entre temps, du coup, depuis, ça fait plusieurs années déjà là. Est-ce que depuis maintenant, quand il y a des choses et tout ça, même avec tes petits frères et tout ça qui sont peut-être encore à l'école et tout, est-ce qu'ils comprennent un peu mieux maintenant comment ça se passe et tout, ou ils sont plus en mode toujours dans leur truc ils comprennent mieux. Mais c'est quand même moi qui ai dû aller plusieurs fois pour mes frères dire je suis le grand frère. Mais monsieur, on attendait les parents. C'est pas grave, ils sont pris alors qu'ils étaient à la maison. J'espère qu'ils verront pas cette vidéo, mes parents. Ouais. Mais ils ont quand même compris l'importance. Mais là, je dis pour la blague, et c'est vrai que c'est quand même arrivé, tu vois. Ah ouais. Mais parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles ils sont pas venus, donc je suis allé à leur place. Mais oui, en tout cas, ils sont beaucoup plus eux aussi dans l'adaptation, dans l'intégration. Faut quand même savoir que pour nous et pour notre âge et pour encore mes petits frères, ça a été beaucoup plus simple pour eux et pour moi de s'intégrer, puisqu'on était à l'école, on a eu la chance de faire rapidement du sport et de pouvoir avoir une licence pour pratiquer du foot ici, par exemple. Alors que mes parents, c'est vrai qu'ils ont aidé... et ils ont pu effectuer des travaux en bénévole. Mais c'était quand même plus compliqué pour eux de s'adapter à une culture, alors que ça fait plus de 40 ans que tu as déjà vécu dans une autre culture qui est quand même assez différente par rapport à celle-ci. Surtout que quand tu es plus jeune, c'est plus facile de s'intégrer avec d'autres jeunes que quand tu es des adultes avec d'autres adultes, surtout en France, je trouve. C'est exactement ça. Y rajoutant en tout ça la barrière de la langue, c'est quand même pas évident de s'intégrer. C'est clair. Et d'ailleurs, justement, par rapport à la langue, c'était ça que je voulais revenir maintenant dessus. C'est par rapport au français. En fait, la première chose qui m'a choqué quand je t'ai vu, la première fois ou quand je t'ai entendu parler, en fait, moi, dans ma tête, après, c'est aussi peut-être que
j'étais plus jeune, du coup, je comprenais pas forcément la vie. Mais pour moi, genre, tu parles français, ben, genre, je sais pas, t'es né en France et tout. Un peu comme moi, parce qu'en fait, moi, j'ai une tête d'Asiate, tu vois, mais genre, je suis français, genre, je suis né en France et je parle français. Ouais. Et du coup, quand je t'ai vu la première fois, tu parlais français et tout. Du coup, pour moi, t'étais pas un étranger. Pour moi, t'étais né en France comme moi, genre, des parents qui viennent d'Albanie, mais du coup, tu parles français et tout. Et c'est ouf, en fait, comment tu as appris aussi vite, en fait, cette langue et comment, en fait, tu as fait pour relever ces défis et comment tu as fait pour apprendre aussi vite et tout. C'est vrai que j'ai dû me battre énormément. J'ai dû faire énormément de cours de français au début, puisque en arrivant en France, d'après nos rendez-vous qu'on nous donne pour le côté administratif, comme je disais, et d'autres, on nous fait rencontrer des personnes de la même nationalité pour qu'ils fassent en sorte à ce qu'il y ait quand même un francophone dans les gens qui attendent, à ce qu'ils puissent traduire les autres. Et du coup, j'ai rencontré d'autres Albanais que eux, ils faisaient rien. Justement, dans leur journée, ils attendaient parce qu'ils nous ont dit, on nous a pas renvoyé à l'école à 16 ans, 16, 15, 16 ans. Du coup, des Albanais qui étaient là depuis longtemps déjà depuis un moment, oui. Okay. Et donc, moi, ça m'a marqué. Je ne me voyais pas être dans le même cas et je me voyais pas, en tout cas, ne rien faire et ne pas m'intégrer dans le pays où je commençais à vivre et que je tenais à vivre. Donc, je me suis mis en contact avec des centres socioculturels et d'après je me suis mis en contact aussi avec Caritas, avec qui on a fait de très belles rencontres et il y a eu des cours de français par la suite et tout ça, et en fait ça m'a permis de... Du coup tout ça c'est en dehors de l'école quoi. Tu as fait des cours en plus de français. Oui, comme on est venu en juillet pardon, j'ai intégré une classe seulement en novembre. Okay. En fait, j'ai dû faire des examens de toutes sortes pour les maths, pour le français, et du coup pendant tout ce temps, avant de passer les examens de niveau pour voir où est-ce que j'en étais, j'ai dû travailler énormément et quand j'ai débarqué au lycée, le principal il m'a reçu en novembre, du coup après les vacances de la Toussaint, et il le voit m'a dicté. Il y avait plus de rouge de la correction que moi, ce que j'avais écrit en bleu sur la feuille. Mais il me dit, c'est pas grave, on va s'occuper de toi et tout ça. Et donc, en fait, le fait aussi par la suite d'intégrer une classe de seconde, du coup, normale, ça m'a permis, parce que mon français... Il augmente énormément et qu'il améliore à une vitesse beaucoup plus grande que si j'avais été dans des classes spéciales pour le français. Ah oui, ok, d'accord. Du coup, les classes FLE, français langue étrangère, je me dis, j'ai quand même eu ce privilège de ne pas le faire, justement, et d'intégrer tout de suite une seconde générale avec des gens. Mais c'est vrai que c'est ouf, c'est vrai que ça a été un combat très dur jusqu'à ce que j'arrive. Il faut savoir que le français, c'est pas... Tu n'avais pas marre, genre, d'arrêter, tu te dis, vas-y, c'est trop compliqué cette langue-là. Il y a un mot qui m'a marqué, le mot femme. Tu écris femme et tu le dis femme. Tu vois, ce mot-là, je pense que j'étais aussi au bout d'un moment à la fatigue à un moment donné où je me suis dit là ce n'est pas possible. Et je rencontre ce mot, on dit pas femme mais on dit femme. Je me dis c'est bon, là pour aujourd'hui j'arrête, j'ai trop saturé, ce n'est plus possible. Oh, purée. Et ah oui, ok, d'accord. Et c'était juste l'anecdote du coup pour ce moment précis, mais c'est vrai que... Il y a des moments donnés où... Oui. Et puis pour l'anecdote encore, pour bien avoir l'accent, oui, c'est vrai. Le R, c'est compliqué. Dans notre langue à nous, il n'y a pas de R. C'est tu vois, en fait c'est beaucoup plus... Ça se passe au fond, ça se passe plus bas, oui. Et du coup, moi au début, j'avais une gorge toute sèche parce que je me forçais. Parce que si je me forçais pas, je parlais comme ça, comme je parle maintenant. Et après, ils comprendraient pas forcément. Ils comprenaient pas forcément ce que je disais. Et mec, là, t'as plus du tout d'accent, mec. Là, mec, là, t'as zéro accent pour moi. Ouais, merci. Mais après, je fais encore des fautes. Faut pas me demander comment on écrit femme à l'heure actuelle, mais... Mais surtout en plus là en Alsace t'as dû voir des noms de villages, des trucs comme ça, t'as pas bégayé en vrai. Aïe. Là je me suis mis bien dans la peau du pays. Oui, c'était vraiment très compliqué. Et puis surtout au niveau des rendez-vous par exemple, on nous propose un rendez-vous à Schiltigheim. Déjà le but c'était pas d'aller au rendez-vous, le but c'est de trouver déjà où c'était le Schiltigheim avant de s'y rendre.
fallait savoir déjà que le ch, s'il y a le SCH, tu vois, en fait, C'est pas juste la manière, CH, les gaim, enfin, ça a été vraiment très très compliqué. Et puis notre ouais. premier logement, ça a été à Lingolsheim. À la limite, celui-là, il était un peu plus simple parce que ça se lit comme ça se dit, quoi. Mais il y en a d'autres qui étaient pas évidents. Ouais. Et donc, il y a eu un temps d'adaptation. Et... La galère, quoi. Ouais, j'imagine oui. tout ce que vous avez dû traverser, en vrai. Mais du coup, pour faire un peu le résumé, genre, du coup, tu as traversé des très bonnes choses comme de très moins bonnes choses. Mais dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qui t'a permis de garder la tête haute dans tout ce que tu traversais, en fait? Des choses compliquées, j'en continue encore à traverser aujourd'hui. Ouais. Et je pense que si tu me posais cette question avant, j'aurais dit, bah, moi, je tiens debout parce que je suis fort et que je suis en Albanais fier et que voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Pour revenir un peu pour ceux qui nous écoutent et tout, vas-y, explique un peu ce que c'est l'Albanais. Dans quel sens? Parce que tu m'avais parlé ça à ton mariage, je crois aussi que en Albanie, ils pleurent pas. Ah oui, du coup, pour revenir, c'est vrai que le jour de mon mariage a été vraiment très, très ému, ça a été très fort en émotion. Et j'ai été en larmes plusieurs fois pendant cette soirée et pendant la journée aussi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû prendre le micro. Malgré ce qui se passe, je reste quand même un Albanais. Et les hommes albanais, ils ne pleurent pas. Mais bon, là, pour le coup, j'ai été un Albanais faible. Mais... un Albanais fragile. mais du coup, pour revenir, ouais, c'est vrai que j'aurais répondu comme ça. Mais à un moment donné dans ma vie, il y a eu un tournant à 180 degrés où ma vie, elle a changé de sens. Ouais. Et ça a été la rencontre avec Dieu. Wow, okay. Ça a été la découverte de Dieu et sa présence aussi. Sa présence dans ma vie, sa présence dans mon quotidien. Et que le fait de me rendre compte que si je le découvre aujourd'hui, c'est pas qu'il est là parmi nous et dans ma vie seulement aujourd'hui. Il a été là depuis toujours, depuis que vous étiez en Albanie jusqu'à maintenant. Exactement. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que waouh, c'est le truc et c'est lui qui m'a permis de tourner dans un film et de doubler tout le monde et de ne pas passer les castings. Je me dis mais les chances que j'avais infirmes de gagner ce casting alors que je les ai même pas passés, finalement j'ai doublé tout le monde alors qu'il y en a d'autres qui l'avaient passé auparavant, pardon. Et que même en rencontrant des difficultés en arrivant ici et tout ça, en fait je me dis bah j'avais toujours un coup de pouce derrière moi qui m'aidait à avancer et rester droit. Mais du coup, comment est-ce que tu as rencontré Dieu? Comment tu as rencontré l'église et tout? C'est passé quoi? Bah là, je dirais c'est Dieu, il avait prévu tout ça. Le fait qu'on vienne en France, le fait qu'on soit bien entouré, puisque... Mais t'as entendu parler de Dieu comment, en fait? Bah justement, on a été ma maman nous a dit un jour que on peut aller dans une église qui se retrouve du coup à Bichulaire, car elle avait trouvé... elle prenait aussi des cours de français à ce moment-là. Et elle avait rencontré une autre dame et lui avait expliqué que c'est un endroit où t'es bien accueilli, c'est un endroit où on peut discuter, on peut parler avec les gens, ils sont ouverts et ils sont vraiment à l'écoute. Donc c'est de ces personnes-là qu'on avait besoin à ce moment-là. En fait, c'est des personnes qui étaient là pour t'écouter, pour savoir quelles étaient tes difficultés, quels étaient tes besoins, juste une oreille active pour toi. Et du coup, en fait, ma maman, elle ne savait pas, mais ce dimanche matin où cette dame l'a invitée, elle était dans une église et elle a vraiment aimé, elle s'est sentie vraiment bien entourée. Et elle a dit dimanche prochain vous venez tous et puis on va y aller tous ensemble. Et en fait c'est comme ça mes premiers pas dans une église et c'est comme ça qu'on a découvert par la suite les membres de l'église et toutes ces personnes. Et le groupe des jeunes aussi par la suite, on me l'a bien vendu. On me l'a dit il y a des jeunes et de la bouffe. Je me dis c'est un très beau combo ça. Meilleur combo quoi. C'est un très très bon combo ça. Ça m'a séduit l'idée. Donc j'ai foncé et du coup après avec le groupe des jeunes j'ai pu faire énormément de rencontres. Du coup comme toi, comme nous deux, comme d'autres personnes encore et des très bons amis que j'ai encore aujourd'hui. Et après
l'histoire, cool. elle suit. Trop cool. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu crois en Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à comment tu étais avant? Est-ce que la manière de voir les choses, etc., est-ce elle a changé? Énormément. Ce qui est le plus important, je trouve, c'est que c'est mon identité qui a changé. Je me reconnaissais dans le fait d'être albanais. Ouais. Fallait que j'agisse comme un Albanais, fallait que je me comporte comme un Albanais, fallait que je réfléchisse comme un Albanais, et fallait que je me mette une sorte de barrière albanaise, et je me dis, faut que je sois exactement comme ça, dans ce modèle-là. Ok. Faut que je tire avec les calages, faut que faut que dans mon mariage ça pète, et Ouais. mais du coup, en fait, je pense que le fait de connaître Dieu et de le mettre au centre de ma vie, je reviens à cette identité, c'est que du coup, je ne fais plus comme un Albanais, mais je le fais Comme un enfant de Dieu. comme un enfant de Dieu, Wow. et je le fais à l'image de Dieu. Wow. Ça veut dire que aujourd'hui, si quelqu'un me fait un coup bas, Ouais. je serai pas rancunier, Mm. que en tant qu'Albanais, je l'aurais fait. Ah oui, ouais. Ouais. Que maintenant j'agis différemment, je me dis cette personne je la pardonne, et alors Allez, que bah, auparavant ouais. je me serais énervé, j'étais quelqu'un de vraiment Ouais. très colérique, je m'énervais pour rien, Mm. et Waouh. là aujourd'hui je suis quelqu'un de quand même assez calme, enfin Ouais. c'est très rare que je sois dans tous les états comme je l'étais auparavant, dans le quotidien quasiment. Et en fait il y a tout ça, en fait, mon identité, ma manière d'être, ma manière de penser, Ouais. mes centres d'intérêt aussi ont changé. Ok, ouais. C'est l'ensemble, en fait. Ok, ouais. Comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit ma vie elle a changé à 180 degrés, parce que Ouais. j'allais à gauche et là j'allais tout à droite, qui Ouais. n'était rien à voir du coup. Ouais. Mais voilà, c'est un mode de vie que je ne regrette absolument pas, et que je me dis que voilà, j'ai découvert le plus grand trésor qu'on peut avoir aujourd'hui, et c'est vraiment génial. Ouais. Bah, du coup, tu sais vers quoi tu avances maintenant, et tu sais, ouais. Ça, c'est trop, trop cool. Ouais, exactement. Et est-ce que tu aurais un exemple de miracle qui t'est arrivé depuis que tu es arrivé en France à nous raconter? Un exemple de miracle, je dirais qu'il y en a eu plusieurs, des moments où je me dis waouh, genre le truc il est pour moi, et c'est fou ce qui se passe. Je dirais le fait de connaître ma femme, je trouve que c'est vraiment un miracle qui m'est arrivé dans la vie, parce que dans ma manière du coup d'être, dans le fait d'être albanais, et le fait de croire comme un Albanais, j'aurais toujours dit que j'aurais marié une Albanaise, qu'elle vivrait avec les manières d'être comme en Albanie, Ouais. et que on aurait un train de vie comme en Albanie, et que voilà, ça aurait été en comité quoi, enfin on serait resté dans le même pays et dans la même idée. Et là je trouve que le fait de rencontrer ma femme Sarah, ça a été aussi un moment dans ma vie qui m'a bousculé qui m'a encore poussé dans la foi à ce moment-là, la relation avec elle, et je me suis dit, c'est Dieu, il m'a donné ce cadeau, Dieu il a fait de ce don pour moi, cet miracle, le fait que je la rencontre, que je l'apprenne à la connaître. Wow. Et aujourd'hui je suis très content de même au vu de ma situation, que j'étais irrégulier, que j'ai pu faire un mariage où c'est tout à fait à notre image, à tous les deux, où on a été vraiment très contents, où tout le monde était épanoui, on a été entouré des très belles personnes, et des personnes qu'on aime, justement les personnes à qui on tient. Et le fait d'être entouré du coup, et en fait tout ce qui est autour de ma femme, je trouve c'est un miracle dans ma vie. Cool. Bah oui, c'est sûr, c'est un miracle d'avoir une femme, et c'est vraiment un soutien. Elle l'entend pas. Elle l'entend pas. Et non, vraiment c'est trop trop bien, et vraiment c'est la meilleure chose comme cadeau que Dieu peut faire à un homme. Actuellement là en France, tu fais quoi? Actuellement, je suis en reconversion professionnelle. J'étais dans le monde du sport auparavant, et là j'ai complètement arrêté pour faire quelque chose que je m'y retrouve encore plus maintenant. Je suis dans le monde de la coiffure, que j'aime énormément, et en parallèle je dirige des colonies de vacances et des week-ends pour des jeunes ados dans le monde chrétien, dans les centres de vacances, et pour qu'ils puissent aussi apprendre
apprendre plus sur Dieu et que je puisse aussi, à travers mon témoignage, leur montrer que comme quoi Dieu peut changer, peut transformer une vie. Et ça reste dans le monde de l'animation, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Et du coup, par rapport à ta situation aussi, du coup, par rapport au papier et tout ça, comment ça se passe là maintenant faut savoir qu'à l'heure actuelle, toute ma famille a été régularisée. C'est trop bien. Ça a été vraiment aussi une bénédiction de Dieu, puisqu'il a fait la régularisation à 100 ans. Ils n'ont pas été régularisés en même temps. Et voilà, il a fait les choses à son image, dans son temps. Et donc, moi, je suis le seul encore à être en attente. Je suis le seul encore à attendre une réponse de la préfecture. J'espère que ça va se débloquer rapidement, puisque j'ai un dossier en cours qui est en cours de traitement auprès de la préfecture. Voilà, c'est un dossier que j'ai construit en disant que ma famille est régularisée, que maintenant je suis marié, que je fais les études, que il me manque juste le feu vert et que tout se passe bien pour que j'ai une vie normale. J'espère que ça va se débloquer rapidement. Mais voilà, où est-ce que ça en est en tout cas aujourd'hui. Merci. Ça marche. J'espère de ouf que ça va se faire et que ça va se faire très vite même d'ailleurs. Mais ce qui est grave, cool aussi, c'est que malgré toutes ces choses-là, en fait, tu as quand même pu faire. C'est pas comme si tu étais genre bloqué, quoi. Même si tu n'avais pas les papiers, tu vois, c'est pas comme si tu étais bloqué. Tu peux quand même faire, comme tu as dit, tu peux quand même animer des camps, tu peux quand même faire toutes tes études en coiffure, etc. Tu peux aller tu peux découvrir plein de choses, en fait. Et ça, c'est vraiment une grâce, en vrai, de pouvoir pouvoir faire toutes ces choses-là, en fait, même si tu n'as pas tes papiers. Ça, c'est. Et que tu sois encore là, et ça m'inspire, ça m'encourage de ouf de voir ta vie et de voir où est-ce que tu en es arrivé à là. Et ce que je me suis aussi demandé avant de terminer, c'est que est-ce qu'il y avait des moments où tu avais juste envie de tout lâcher, de tout abandonner, malgré le fait que tu connaisses Dieu, malgré le fait que tu sais qu'il était avec toi et tout, genre que ce soit ta foi, que ce soit même ta vie, peut-être je sais pas, est-ce que tu as eu des moments où tu en avais trop marre, où tu te dis mais en fait c'est trop compliqué, on rejette tout le temps nos papiers, j'ai toujours pas mon papier, ça fait genre là depuis je sais pas combien d'années que je suis là et enfin j'ai toujours rien, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des moments où genre t'avais juste envie de tout lâcher? Je pense que oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire que là je suis saturé, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, même quand j'essaie de m'en sortir ça ne marche pas. J'ai connu ça il y a pas très longtemps. Où il y a une formation vraiment très prestigieuse qui m'est passée sous le nez à cause des papiers. Ah mince. Et il y a aussi un CDI dans le monde du sport. Du coup, j'avais ma formation qui m'est aussi passée sous le nez à cause de ma situation. Et j'ai reçu ces 2 refus dans l'espace de 3 jours. Alors que je me disais finalement je suis bien, j'ai le choix entre là et là et c'est mon privilège de choisir. Et en fait je reçois 2 appels qui me disent non à cause des papiers, non à cause des papiers. Et c'est vrai que ce moment-là j'étais vraiment pas bien. Et comment t'as fait pour du coup à ce moment-là, il y avait des gens autour de toi qui t'ont, ou t'étais vraiment seul et t'étais au bout? J'ai prié Dieu. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien à l'intérieur de moi. J'ai prié Dieu pour qu'il fasse en sorte à ce que je tienne bon, qu'il me donne le courage, la force nécessaire pour rebondir. Je dirais très fortement, il l'a fait. Puis d'où le fait que j'ai rebondi, j'ai fait complètement autre chose aujourd'hui et que j'aime énormément ce que je fais dans la coiffure. Et c'est à ce moment-là, je dirais, qui a fait que je me dis faut que je fasse autre chose, faut que je change. Et j'ai prié vraiment Dieu pour qu'il me donne la force. Et j'ai senti aussi que les personnes autour de moi, les amis, la famille, ils ont aussi prié pour moi. Je me suis vraiment très bien entouré, très, très encouragé par les personnes. Et je me suis dit, Dieu aussi, déjà, merci de ce que tu as fait. J'ai vraiment pour habitude de faire des prières de reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie. Et j'ai dit, déjà, merci de pouvoir me mettre un nouveau plan et un plan B dans ma vie. Et finalement, que je m'y retrouve énormément aujourd'hui. Et je me dis, merci pour les personnes aussi que tu as placées autour de moi. Parce que peut-être tu aurais fait des choses dans ton temps, tu m'aurais donné un plan B plus tard.
mais peut-être moi, humainement, peut-être j'aurais lâché avant. Waouh. Et que j'aurais peut-être, si j'aurais été pas entouré de personnes qui me tirent vers le haut, Ouais. peut-être que j'aurais pas tenu bon à ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit, bah, Dieu a permis que j'ai les deux combos, les deux matières les plus importantes dans ma vie qui ont fait que j'ai tenu bon et qu'aujourd'hui je fais quelque chose d'autre et que je m'y plais et que je me dis waouh, Bah, c'est Dieu clair. il fait bien les choses. Et Ouais, c'est ça, il fait toujours bien les choses et il place toujours les bonnes personnes au bon moment et c'est juste incroyable. Waouh. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir parler avec toi. Et j'aimerais terminer avec une petite question bonus. Est-ce que pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un mot à dire, un mot d'encouragement ou quelque chose à dire pour les personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi actuellement ou même un mot d'encouragement pour les gens de manière générale pour terminer cet épisode? Je vais parler des gens en difficulté, forcément, parce que je l'étais. Je dirais que si Dieu nous a mis des difficultés dans notre vie, c'est pour qu'il permette à ce qu'on s'approche de lui. Et je fais rapidement, genre, mais si j'aurais pas été dans un pays qui allait pas bien, et j'aurais pas rencontré ces premières difficultés, comme j'ai dit, peut-être j'aurais été jamais aujourd'hui là, et j'aurais jamais connu Dieu dans un pays qui est quand même athée et qui connaît pas spécialement Dieu. Donc j'aurais pas rencontré Dieu et j'aurais pas eu cette relation avec lui que j'ai aujourd'hui. Donc je me dis, si Dieu vous donne des difficultés dans votre vie, c'est qu'il veut vous emmener quelque part, il veut vous faire réfléchir, il veut à ce que vous reveniez peut-être sur des décisions que vous avez prises auparavant, et que c'est ça le privilège, c'est qu'il nous laisse le choix, en fait. Il nous laisse le choix, que je me dis, t'es en difficulté, il y a toujours un réconfort, il y a toujours Dieu, et il est là, faut juste lui demander de l'aide, et il est là quand on a besoin. Et c'est ça ce qui est fou, et c'est ça, je pense, qui est un peu le mot d'encouragement pour les personnes qui sont en difficulté, et les personnes qui se disent, je suis au bout de ma vie. Non, il y a Dieu, et il faut s'accrocher à lui, il faut le chercher, et il est là. Wow, merci beaucoup Clyde, c'était vraiment super cool de t'avoir. Merci pour ces précieux mots et ton témoignage qui est hyper intéressant et qui m'a grave encouragé. Merci à toi. Merci parce que j'ai découvert plein de nouvelles choses aussi sur toi. C'était hyper intéressant de savoir toutes ces choses-là. Et du coup, pour terminer, je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, surtout sur YouTube aussi. Si vous voulez regarder sur les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon profil Instagram pour suivre les actualités d'Ako. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre Clydie. Je mettrai tous les liens dans la description. Si vous voulez lui parler, si vous voulez en connaître un peu plus, parce que c'est tellement large sa vie et on n'a pas tout détaillé en plus en vrai. Et c'est grave intéressant tout ce qu'il a vécu. Et si vous voulez discuter avec lui, je mettrai tous les liens. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à son compte Instagram. Et merci à toi. En tout cas, j'espère vraiment le meilleur pour toi. J'espère le meilleur pour aussi les papiers et toute la procédure et tout. Merci beaucoup. C'est vrai que ça a été très encourageant aussi de partager ça avec toi. Et c'est encourageant ce que tu fais. Donc j'espère que Dieu aussi il t'aidera dans tes projets et tout ce que tu fais. Yes. C'est trop cool. En tout cas, merci beaucoup les amis. Et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Ciao. Vas-y, fais un petit rap. Ouais. Rap albanais. Ouais. On fait un petit move là.